qui reçoit ce matin Bruno Tertrais, auteur de La question israélienne. Bruno Tertrais, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en studio sur Radio J. Vous êtes politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Au centre de votre ouvrage, une question d'ailleurs qu'on se pose très souvent sur Radio J. Pourquoi Israël, l'un des plus petits États de la planète, de la taille de la Bretagne, suscite autant les passions? Et votre livre, donc, La question israélienne, permet de répondre à cette question. C'est un livre aussi qui permet de débunker, comme ça se dit maintenant, les fausses informations qui circulent sur Israël, ce qui est trop partisan ou hostile d'un côté ou d'un autre. Première question, Bruno Tertrais. Le plan Trump, il est qualifié par beaucoup de personnes d'un plan qui, ouvrirait la voie à un nettoyage ethnique. Est-ce que c'est le cas ? Écoutez, je crois que c'est pas totalement faux. Autrement dit, si jamais le plan Trump tel qu'il a été exprimé, on ne sait pas trop exactement ce que c'est que le plan Trump, mais en tout cas, si l'on reprend les déclarations des diverses personnalités de l'administration Trump, oui, on peut dire que cela correspond à une forme de nettoyage ethnique au sens où cela a été exposé pendant les guerres de Yougoslavie notamment, c'est-à-dire le déplacement forcé de populations entières pour une durée indéterminée. Donc oui, ce mot, cette expression est extrêmement violente, nettoyage ethnique, mais je dois dire que si l'on prend à la lettre les déclarations de Donald Trump et de certains membres de son administration, oui, cela serait une forme de nettoyage ethnique. Je ne suis pas antisémite, je suis juste antisioniste. C'est ce qui se dit pour justifier une hostilité de principe à Israël. Bruno Tertrais, dans votre livre, vous avez choisi de nous en expliquer l'histoire politique, l'antisionisme progressiste ou pas ? Oui, mais progressiste dans le mauvais sens du terme. Moi, je me définis plutôt comme un progressiste au sens où je crois au progrès. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le terme antisionisme est devenu le nouveau masque de l'antisémitisme. C'est une forme d'antisémitisme chic et bourgeois. Je ne suis pas le premier à le dire, mais surtout, ce qui me trouble dans le débat actuel, c'est que tous les mots sont renversés, tous les mots sont détournés. Les mots sont des mots tels que justement l'antisionisme, qui est dans les faits, bien sûr, la dénonciation du droit d'Israël à exister, ce qui pose déjà problème, mais c'est devenu bien sûr le nouveau masque de l'antisémitisme. Quand on parle aussi de libération de la Palestine, c'est extrêmement ambigu. Vous savez bien que pour certains, cela veut dire l'autodétermination des Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Dans les faits, c'est l'effacement d'Israël de la carte. Est-ce que c'est forcément, dans les faits aussi, on entend de la mer au Jourdain ? Oui, alors de la mer au Jourdain, vous le savez bien, c'est une expression qui est censée vouloir dire que finalement, ça serait très bien si tout le monde pouvait vivre dans le même État et que ça serait un État binational qui existerait en paix, etc. C'est possible, et embrassant nous Folleville. Non, ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est d'abord impossible pour les Juifs et c'est ensuite impossible pour les Arabes. Donc ça fait quand même beaucoup. C'est pour ça que ce type de fantasme géopolitique, je crois, ont besoin d'être démontés. Il n'est pas aujourd'hui pensable d'avoir d'autres solutions, à mon sens, que soit celle d'un statu quo quasiment permanent, soit une option à deux États. J'hésite toujours à dire la solution à deux États parce qu'il faudrait d'abord identifier le problème avant de dire quelle est la solution. Si vous voulez, en gros, moi je dis, et encore une fois je ne suis pas le seul à le faire, que lorsqu'on examine toutes les options possibles pour l'avenir de la région, la solution à deux États, c'est comme la démocratie. C'est la pire des solutions à l'exception de toutes les autres. Et je pense que malheureusement, on n'en prend pas le chemin et que donc c'est une sorte de statu quo permanent assorti probablement de l'annexion partielle de d'une partie de la Cisjordanie, qui sont les scénarios les plus probables pour les 5 ans qui viennent. Alors justement, Israël est fréquemment accusé d'apartheid, y compris d'ailleurs dans ce qui est appelé la Judée-Samarie ou la Cisjordanie et à Gaza. Pourtant, vous expliquez dans votre livre aussi que les Juifs ne sont pas des squatteurs.
Oui, écoutez, c'est un raccourci destiné à une opinion mal informée qui prétend souvent dans la gauche radicale défendre les droits des peuples premiers, des gens qui étaient là avant. Ça c'est un argument classique de la mouvance décoloniale en particulier. Alors que paradoxalement, si l'on voulait défendre entre guillemets les peuples premiers, ça amènerait plutôt à dire que ce sont les Juifs qui devraient avoir le monopole de cette terre, qui n'est pas une thèse que je défends bien sûr. Non, sur la question de l'Israël, là encore, on est dans l'ambiguïté permanente. Ceux qui parlent d'apartheid, ils disent souvent, ils restent dans le flou. Apartheid en Israël, apartheid en Cisjordanie, apartheid à Gaza. Donc, évidemment, il n'y a pas d'apartheid en Israël. Sur la Cisjordanie, des personnalités de bonne foi estiment qu'on est dans une situation d'apartheid. Pourquoi ? Écoutez, écoutez, il faut leur demander. Hein. Moi, ce que je dis, moi, c'est qu'il faut que les mots aient un sens. L'apartheid, c'était quelque chose de tout à fait construit à l'intérieur d'un même État, entre citoyens d'un même État. Or, les Palestiniens de Cisjordanie ne sont pas citoyens israéliens. Donc, à mon sens, ça ne peut pas être qualifié d'apartheid. En revanche, c'est vrai que la Cour internationale de justice a dit que Israël violait l'article 3 de la Convention. Enfin, je vous passe les détails, mais en gros, la mouvance décoloniale et radicale s'est jetée sur cet avis de la Cour internationale de justice pour dire « Ah, ça y est, la CIJ a dit que l'Israël pratiquait une politique d'apartheid ». En fait, il faut regarder, et ça c'est mon tempérament de juriste qui me pousse à le faire, il faut toujours regarder les textes de manière très précise. En fait, il y aurait éventuellement une violation d'un article de la Convention qui parle de ségrégation raciale ou apartheid, et dont certaines dispositions indiquent qu'effectivement, Israël n'accorde pas le même traitement à tous les habitants de la Cisjordanie, et donc ce serait une violation de cette convention. De là à dire que c'est une politique d'apartheid, c'est justement ce raccourci terrible que certains voudraient nous imposer. C'est un peu plus compliqué que cela. Alors on a aussi autre accusation, génocide à Gaza, ça aussi c'est reproché à Israël, et même parce que c'est effectivement une ancienne, actuellement des personnes qui s'expriment sur le conflit en s'appuyant sur le droit international et sur l'ordonnance de la Cour internationale de justice du 26 janvier 2024. Alors est-ce qu'elle dit vraiment ça, la Cour internationale de justice ? Justement, eh bien non, contrairement à tout ce que, par exemple, les personnalités de la France insoumise voudraient nous faire croire, ce n'est pas ce qu'elle dit. Je rappelle d'ailleurs les propos publics de la présidente de la Cour internationale de justice. La Cour n'a pas déclaré que l'accusation de génocide était plausible. Elle a été extrêmement claire. Ce qu'on doit faire, toujours, c'est en revenir aux textes eux-mêmes et les analyser de manière précise. Alors, la CIJ a dit: certains des actes commis par Israël pourraient tomber sous le coup de la Convention d'interdiction du génocide. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, les personnalités israéliennes qui ont fait certaines déclarations imprudentes, voire incendiaires, pourraient être considérées comme des gens qui ont incité au génocide. Et l'incitation au génocide est une violation de cette convention. Donc, encore une fois, j'invite tous ceux qui s'intéressent, dans ce livre, j'invite tous ceux qui s'intéressent au sujet à regarder les textes de manière très précise. On leur fait dire des choses qu'ils ne disent pas. Alors, Bruno Tertrais, expliquez-nous pourquoi vous avez un chapitre qui s'intitule « L'invention de la Palestine ». Comment ça, une invention ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que les Palestiniens n'existent pas ? Bien sûr qu'il existe. Il y a des personnes qui se revendiquent palestiniennes, ça c'est une réalité. Et je crois, et même si beaucoup de gens à droite me l'ont reproché, qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un peuple palestinien, qu'il y a une nation palestinienne. Ce n'est pas parce que la nation palestinienne n'existait pas il y a 50 ans qu'il n'y en a pas une aujourd'hui. Les nations, elles se construisent, elles ne naissent pas tout d'un coup, elles se construisent historiquement, parfois, souvent même dans l'adversité. Et je ne suis pas de ceux qui disent que les Palestiniens, ça n'existe pas. En revanche, là encore, une ambiguïté permanente, et pas une ambiguïté constructive, mais ce que j'appelle une ambiguïté destructive. Quand on parle de la Palestine, on parle sans arrêt de la Palestine comme soit d'une région, soit d'un État. Et là, l'ambiguïté est permanente. Soit c'est une région historique qui n'a jamais existé d'ailleurs en tant qu'entité politique avant les années 1940, soit on parle de l'État de Palestine tel qu'il est aujourd'hui, reconnu par l'Assemblée générale des Nations Unies, puisque l'État de Palestine a un statut particulier désormais à l'ONU. Donc, vous voyez, chaque fois que quelqu'un vous dit Palestine, vous dites, mais de quoi parlez-vous ? De la région, dans ce cas-là, et avec quelles frontières ? Et de l'État. Mais parce que les débats sont tellement passionnés sur ces questions, vous le savez bien ici, qu'il faut renvoyer vos locuteurs à leur propre définition du sujet pour pouvoir discuter. Donc moi, quand on me dit Palestine, je dis, de quelle Palestine parlez-vous
Précisément, vous le savez bien, la Palestine dans les années 1920, c'était une Palestine juive dans les faits. En tout cas, oui, c'était une terre. Il y avait même d'ailleurs des revues sionistes qui s'appelaient Palestine. C'était une terre sur laquelle un très grand nombre de populations différentes coexistaient, pas forcément pacifiquement, mais en tout cas, ça n'était pas une terre peuplée des personnes qui se disent aujourd'hui palestiniennes. L'invention de la Palestine, c'est bien sûr une référence implicite au livre L'invention du peuple juif. C'est une sorte de réponse, si j'ose dire. Mais mon point consiste à dire que, encore une fois, les entités politiques, les nations, à un moment, elles naissent. Elles ne sont pas inventées, la formule est rapide, mais en tout cas, elles naissent et elles deviennent des réalités. C'est pour ça qu'encore une fois, contrairement à ce que... Là j'ai tapé sur l'extrême gauche tout à l'heure, mais je tape aussi sur l'extrême droite. On ne peut pas dire il n'y a pas de peuple palestinien aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il n'y en avait pas il y a 100 ans qu'il n'y en a pas un aujourd'hui. Colonisation, donc ça cadre pas vraiment puisque vous l'avez expliqué, les Juifs ne sont pas des squatteurs. Je rappelle, pardon Eva Soto, mais je rappelle une vérité toute simple, c'est que Israël a été un projet décolonial et ça n'est pas un paradoxe que de le rappeler à l'extrême gauche qui y a cette mouvance décoloniale. Israël est un projet décolonial avant d'être éventuellement un État qui a produit effectivement des implantations que certains appellent colonies. En quoi est-il un projet décolonial ? Tout simplement parce qu'il y avait l'Empire ottoman, ensuite un mandat britannique et qui avait pour vocation à l'autodétermination des peuples qui étaient situés dans cette région du mandat. C'est donc tout simplement en droit et en politique, c'était un projet décolonial. Alors, on a des mots évidemment qui sont piégés dans le débat public. Colonisation, génocide, apartheid. Est-ce qu'il faudrait inventer un nouveau vocabulaire pour parler du conflit au Proche-Orient, d'Israël et des Palestiniens, surtout depuis le 7 octobre ? Non, pas forcément. Je crois qu'il faut surtout éviter d'appliquer des grilles de lecture politiques ou sociologiques de manière excessive ou inappropriée. Non, je crois que justement, et c'est un des points de mon livre, Israël doit être traité comme un État normal, ni moins ni plus, tout simplement. Alors, ce qui est troublant, c'est le soutien affiché par l'administration Trump à Israël. Elle débloque des aides militaires à Israël. Mais on l'a vu dans cet entretien à la Maison-Blanche, elle veut les monnayer à l'Ukraine. Pourquoi cette différence entre les deux ? La différence, elle est évidente dans la tête de l'administration Trump. Il y a l'allié de toujours, l'allié presque éternel, j'oserais dire, qui est Israël. Jamais la popularité d'Israël n'a été aussi grande dans une administration américaine. On l'a même vu d'ailleurs à l'occasion de la nomination très tôt dans le mandat de Trump, la nomination de Mike Huckabee comme ambassadeur des États-Unis en Israël était un témoignage extrêmement fort. Je crois que c'est la première fois qu'on a un évangélique américain ouvertement revendiqué comme évangélique, comme ambassadeur américain. Mais est-ce qu'un évangélique est sioniste, Bruno Tertrais ? Alors, il est philosophiquement sioniste, mais avec toujours cette ambiguïté qui consiste à dire que quand vous regardez la doctrine évangélique de près, à la fin des temps, les Juifs devront se convertir ou disparaître. Donc c'est toujours cette ambiguïté du mouvement évangélique qui soutient très fortement Israël, mais dans les faits, moi j'aime dire que, mais ils soutiennent un peu l'Israélien et les Juifs comme la corde soutient le pendu. Alors du côté israélien, on a toujours dit, écoutez, les évangéliques, on connaît leur doctrine, mais on fait avec ce qu'on a et on prend les amis qu'on a. On a vu ce qui s'est passé, donc cette scène surréaliste, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le bureau ovale entre Donald Trump, J.D. Vance et Volodymyr Zelensky. Valérie Hayé sur France Inter a dit qu'il fallait un nouveau leader du monde libre parce que ce n'était plus Donald Trump, ce n'était plus les États-Unis. Est-ce que ce nouveau leader du monde libre, ça peut être aujourd'hui Keir Starmer qui organise une réunion à Londres avec plusieurs dirigeants européens ? Sûrement pas, et je ne pense pas qu'il ne puisse y avoir de leader. Vous savez, les États-Unis étaient dans les faits, en tout cas jusqu'à présent, ce qu'on appelait le leader du monde libre. Ça fait un peu guerre froide. Moi, j'aime pas trop cette expression parce que quand on va en Hongrie ou en Slovaquie, je suis pas sûr qu'on soit dans le monde libre aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'autre très grand pays qui ait la capacité et la légitimité d'incarner justement ce leadership occidental. Ça sera ni Starmer, ni Macron, ni Meloni, ni personne d'autre. C'est comme l'Europe de manière générale ne peut pas avoir de leader incontesté. Il y a
à des moments précis, sur des terrains particuliers, à propos d'initiatives singulières. Il y a un leader ou un homme ou une femme, je ne sais pas si on dit une leaduse ou pas aujourd'hui. Mais grave. En tout cas, voilà, il ne peut pas, ça ne sera pas Starmer, ça ne sera pas Macron, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Keir Starmer et Emmanuel Macron, j'ajouterais Giorgia Meloni pour d'autres raisons, mais ont la capacité de faire bouger l'Europe et de maintenir le lien avec l'administration Trump d'une manière qui n'est plus possible entre Zelensky et Trump. Donc c'est vrai que Starmer, c'est l'un des hommes de la situation. Macron aussi, je le crois. Meloni peut jouer un rôle intéressant. Mais Merz, s'il devient chancelier, peut-être, même s'il a eu des déclarations très dures à propos de l'administration Trump, mais on ne peut pas remplacer les États-Unis. Merci beaucoup Bruno Tertrais, donc politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, à lire parce que c'est vraiment instructif, ça nous sort un peu des bastons Twitter, j'ai envie de dire. Bruno Tertrais, La question israélienne, paru aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous Eva Soto. L'invité de la rédaction est à retrouver